On est d'accord, hein, c'est insupportable les mecs qui sont toujours à dire « Ouais, mais dans le bouquin c'était mieux ». Bah aujourd'hui ce mec chiant, c'est moi. Le Comte de Monte Cristo, le film d'Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte, explose le box-office. En salle, il a déjà dépassé les 3 millions de spectateurs et il va pas s'arrêter là. Et il a dans le même temps relancé de l'intérêt pour le livre dont est tirée l'adaptation, Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, écrit en 1844. Aujourd'hui, je vous propose donc de revenir sur les principales différences qu'il peut y avoir entre le film et le livre dont il est tiré. Et puis surtout, ça sera l'occasion de parler un petit peu adaptation, d'essayer de comprendre pourquoi il y a eu tel ou tel changement, qu'est-ce qu'il voulait faire, qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Et là, pour le coup, on verra si au final, est-ce que Le Comte de Monte Cristo, le film, c'est plutôt une bonne adaptation. Donc, bien sûr, je crois que vous vous en doutez, mais cette vidéo va être full spoiler, que ce soit du livre ou du film. Donc, si vous voulez rien savoir, quittez cette vidéo tout de suite, je vous embrasse. Et pour les autres, on commence tout de suite avec un premier changement, la situation des méchants. Je commence par un petit changement assez subtil qu'on voit au tout début du film, qui a l'air de rien comme ça, mais qui a son importance quand même. Dans le film, Villefort est procureur, Morcerf est un noble, et Danglars est capitaine. Et dans le livre, Villefort est assistant procureur, donc il n'est pas encore procureur, Morcerf est un simple pêcheur, il n'est pas du tout noble, et Danglars, lui, il est comptable, il n'est pas encore capitaine. En fait, dans le livre, il y a vraiment cette idée de karma déréglé. Les méchants vont être récompensés d'avoir mal agi, et au contraire, les gentils vont être punis malgré la bienveillance dont ils ont fait preuve. Donc les méchants, c'est vraiment après leur coup de pute, après leur complot, qu'ils vont réussir à s'enrichir et à accéder à la noblesse. Et pour Edmond, c'est vraiment ce qui va légitimer sa vengeance. Pour lui, il se venge pas, il rétablit la justice. Et d'ailleurs, avant de se venger, il commence par faire le bien et à essayer de récompenser ceux qui ne l'ont pas trahi, notamment Morel, son ancien patron. Et dans le film, on squeeze un petit peu tout ça, parce que le choix est fait de pas forcément développer les méchants. Donc on simplifie et ils ont une bonne situation dès le début, ça permet aussi de mieux comprendre, de pas passer beaucoup de temps sur l'exposition. C'est pareil pour Edmond, on se focalise sur ce qui a de l'importance, sur sa vengeance, plus que sur son idée de rétablir un équilibre. Et je passe au deuxième point, les personnages. Dans le livre, il y a beaucoup, mais beaucoup de persos, beaucoup trop pour que ça rentre dans un seul film. Donc il a fallu faire des choix, en enlever certains, en fusionner d'autres. L'exemple le plus frappant, c'est Angèle, la sœur de Villefort, qui n'existe pas dans le livre. À l'origine, c'est le père de Villefort qui est bonapartiste, et c'est lui qui est à l'origine de l'histoire de complot avec Napoléon. Et on a aussi un autre personnage qui s'appelle Bertuccio, qui lui essaye de tuer Villefort et qui sauve son enfant illégitime. Et donc ces deux personnages sont fusionnés, ça nous donne Angèle, et c'est nettement plus clair, nettement plus efficace comme ça, on comprend parfaitement, et l'esprit y est. Donc là pour moi, un super choix d'adaptation. La seule chose que je trouve peut-être un petit peu dommage au niveau de ce personnage-là, c'est la façon dont Villefort s'en débarrasse. Parce qu'il s'en débarrasse de manière gratuite, sans état d'âme, sans inquiétude, sans doute. Ce qui fait de Villefort un méchant quoi, un méchant très lisse, un méchant qui ne doute pas. Mais c'est logique, j'en reviens à mon poids d'avant. Le film, il a fait un choix, il peut pas tout raconter, donc il a décidé de pas s'attarder sur les méchants. Donc les méchants, ils sont juste là pour être méchants et pour faire obstacle aux héros, mais c'est pas eux qui vont bénéficier de développement. Il y a un autre personnage qui subit un traitement radicalement différent d'une œuvre à l'autre, c'est le personnage de Cadrousse. Alors dans le film comme dans le livre, au début c'est à peu près la même chose, il est au courant du complot, mais il agit pas. De peur pour lui et pour ses intérêts, il n'aide pas Edmond, mais il regrette quand même ce qui lui arrive. Dans le film, le comte lui propose de se racheter, il lui offre un diamant et en échange Cadrousse l'aide à brûler les bateaux de Danglars. Dans le livre, c'est plutôt l'inverse. Le comte lui offre aussi sa rédemption, il lui offre un diamant, mais le personnage choisit de s'enfoncer encore plus dans la déchéance, dans le crime, et finira assassiné par Andrea, le fils illégitime de Villefort. Et il y a un troisième personnage qui connaît une évolution assez importante, c'est Haydée. Dans le film, c'est la filleule du comte et puis c'est le love interest d'Albert de Morcerf. Et dans le livre, c'est l'esclave du comte, et c'est surtout son amoureuse à lui. Je redéveloppe ça un tout petit peu après lorsqu'on parlera du dénouement, parce que ça change pas mal de choses pour la fin. Et on passe au troisième point, le complot. Dans le film, on a Danglars qui se fait virer au profit d'Edmond. Alors, jaloux, il cache une lettre signée par Napoléon, l'ennemi de la royauté dans les affaires d'Edmond, qui se fait donc arrêter par Villefort. Lorsque Villefort comprend qu'il y a sa sœur Angèle qui est impliquée là-dedans, il décide de charger la mule contre Edmond pour pas salir sa réputation et pas que ça lui revienne à la figure. Et Morcerf va appuyer aussi ce complot, il va témoigner contre son ami parce qu'ils sont amoureux de la même femme, qui est sa cousine en plus. Bravo, bravo. Dans le livre, c'est nettement plus tortueux. Déjà, c'est la jalousie pure qui motive la haine de Danglars à l'égard d'Edmond. Il va ensuite rencontrer, un peu par hasard, Cadrousse et puis Morcerf qui eux aussi sont jaloux d'Edmond. Non mais quel hasard, c'est fou.
Danglars va alors pousser Morcerf à écrire une lettre de dénonciation parce qu'il sait que Edmond a une lettre signée par Napoléon dans ses affaires. Villefort fait ensuite arrêter Edmond et c'est lui seul qui décide d'inculper Edmond. Il ne connaît pas ni Danglars ni Morcerf, donc il ne sait pas que son ambition personnelle nourrit aussi celle des deux autres. Alors là pour le coup, je trouve que c'est brillant en termes d'adaptation. Ça corrige même un des défauts du livre, parce que dans le livre, les personnages ne se connaissent pas. Ils ne sont pas liés de quelque manière que ce soit. Caderousse, c'est le voisin d'Edmond, Danglars, c'est son collègue, Morcerf, c'est le cousin de sa fiancée, et pourtant, ils tombent les uns sur les autres de manière pas très réaliste. Et dans le film, c'est beaucoup plus clair. Tous les personnages ont déjà des liens entre eux, ils se connaissent, et ce qui est plutôt bien pensé, c'est que même quand le film est conscient qu'il s'écarte un petit peu de la trame du livre, il essaye quand même de lui rendre hommage. Il y a pas mal d'exemples à ce niveau-là, mais par exemple, là, il y a Morcerf qui va quand même écrire une lettre de dénonciation. Elle n'est pas du tout dans le même contexte que ce soit dans le film ou dans le livre, mais elle est là, comme un hommage. Entre le livre et le film, il y a aussi pas mal de différences au niveau des décors. Le film prend pas mal de liberté avec les environnements. La prison par exemple, elle est très classique dans le livre, alors que dans le film elle est en hauteur, elle est impressionnante, elle est très cinématographique. La cache du trésor aussi, elle est bien plus discrète. C'est vrai que quand on regarde le film, on se demande mais pourquoi personne l'a vu avant? Dans le livre évidemment qu'elle n'est pas présentée comme ça. Le trésor en lui-même aussi. Dans le film on a un trésor à la Indiana Jones. Dans le livre, il est plus sobre, plus réaliste. C'est des coffres avec des pierres précieuses, des lingots bien rangés. C'est pas du tout une rivière d'or à la Picsou. Ils n'ont pas essayé purement et simplement d'adapter tel quel ce que décrivait Dumas. À chaque fois, ils ont essayé de rendre ça le plus impressionnant possible, le plus cinématographique possible, qu'on se prenne une claque au cinéma. Et je trouve que pour le coup, ça marche. La direction artistique, elle est soignée, les environnements, ils sont assez incroyables, même s'ils correspondent pas forcément à ce que décrivait Dumas. Voilà, là on voit bien la différence, la nécessité d'une adaptation. On a des images, il faut qu'elles claquent. Là où le bouquin, c'était nettement moins important. Alors, le pendant de ça, c'est qu'on perd un tout petit peu en réalisme. Comme je vous disais, le trésor, il fait très fantaisiste. Mais l'œuvre originale n'est pas particulièrement crédible de toute façon. Donc je trouve pas que ça soit dérangeant du tout. Et comme on parlait du trésor, l'origine du trésor est pas la même non plus. Dans le livre, c'est la fortune d'une ancienne famille italienne, une des riches familles italiennes qui a accumulé toute cette or année après année. Et il y a des petites histoires de complot politique derrière aussi. Alors que dans le film, c'est carrément le trésor perdu des Templiers. Je trouve que c'est bien trouvé, hein. Ça donne une explication super rapide de ce pourquoi il y a une telle fortune à cet endroit-là. Et puis, les Templiers, ça nous parle, quoi. On les connaît, on visualise bien leur trésor. Ça ancre le film direct dans notre imaginaire. Et allez, nouveau point. C'est un point qui est pas factuel, mais néanmoins qui est hyper important. C'est le changement de point de vue. Une fois qu'Edmond a fui la prison du château d'If, il ne retourne pas directement sur l'île de Monte Cristo. D'ailleurs, il ne sait pas comment faire. La façon d'y aller et que ça soit discret, c'est vraiment un enjeu pour le roman. Donc, il devient d'abord contrebandier. C'est un passage qui est sympa, mais qui n'est pas du tout indispensable à l'intrigue, donc c'est parfaitement logique qu'il l'ait viré. Et donc, il arrive enfin à arriver sur l'île, il s'empare de son trésor, et là, on a une ellipse d'une dizaine d'années qui marque un vrai point de rupture dans le roman. Jusqu'à présent, on suivait Edmond Dantès en vue subjective. C'est par son prisme qu'on voyait les choses, quand il lui arrivait des galères et tout, vraiment, on ressentait ce qu'il y avait dans sa tête. Et à partir du moment où c'est plus Edmond Dantès, mais qui devient le comte de Monte Cristo, là, le point de vue change et Dumas nous met à la place des personnes qu'il rencontre. On ne sait pas du tout son plan, ni ses états d'âme. Au contraire, vraiment, on les partage du point de vue des autres personnages. On est plongé dans l'inconnu, comme les gens qui rencontrent le comte. On ne sait jamais ce qu'il faut penser de ce qu'il nous dit, de ce qu'il a magouillé, de ce qu'il nous raconte, si c'est vrai ou pas. On n'a pas du tout de séance où on le voit s'entraîner, par exemple, comme il peut y avoir dans le film. Et du coup, ce qui est intéressant à la lecture du livre, c'est qu'il y a tout un tas d'événements qu'au début on attribue un peu au hasard, et petit à petit, on comprend que ce n'était pas du tout du hasard, mais que ça faisait dès le début partie du plan de Monte Cristo. Le film, lui, opère pas du tout cette bascule de point de vue, on l'a déjà dit, il fait vraiment le choix d'orienter sa narration autour du personnage d'Edmond, ce du début jusqu'à la fin. Et on passe au point suivant, le plan séduction. Dans le livre, l'objectif de Monte Cristo, c'est exactement le même que dans les films.
c'est se rapprocher au maximum de ses anciens bourreaux pour ensuite les faire souffrir le plus possible. Pour se faire bien voir de la noblesse parisienne, dans le livre, le comte, il a un plan qui est super alambiqué, je vous fais la version courte sinon on n'y comprend rien. Grosso modo, il va aller à la rencontre d'Albert de Morcerf qui est en vacances en Italie. Et en Italie, il va faire en sorte qu'Albert soit prisonnier, enfin se fasse kidnapper par un bandit italien qui s'appelle Luigi Vampa, pour ensuite aller lui sauver la vie. Et c'est ce sauvetage qui va ensuite lui permettre d'être accueilli à bras ouverts à Paris. Dans le film, il n'y a pas d'Italie, le comte il arrive directement à Paris et il fait en sorte qu'Albert de Morcerf tombe dans une embuscade que ses hommes ont tendue, il vient le sauver, et puis voilà, fin de l'histoire, c'est court, c'est net, c'est précis. Ils ont gardé toute la substance de tout ce qui s'est passé en Italie et qui fait des centaines et des centaines de pages, ils l'ont adapté pour que ce soit efficace et pour que ça rentre dans le film, franchement, rien à dire. Et cette scène, elle a aussi un avantage, c'est qu'elle rajoute un petit peu d'action, là où dans le livre, c'est uniquement par diplomatie que le comte sauve Albert des mains des bandits. Et on entre maintenant dans le vif du sujet, parce qu'on va parler des vengeances. Les vengeances commencent un peu pareil dans le film comme dans le livre, c'est plutôt leurs conséquences qui vont être à chaque fois assez différentes. Pour Villefort, dans le film comme dans le livre, il est discrédité par son fils illégitime au cours d'un procès. Sauf que dans le film, son fils le tue, puis se fait tuer. Dans le livre, c'est un peu plus compliqué parce que la vengeance, elle est à double effet qui se coule. Parce que en plus de révéler au grand jour que Villefort a voulu tuer son enfant illégitime, Monte Cristo a aussi donné des conseils à la femme de Villefort pour qu'elle fabrique du poisson pour assassiner sa belle famille pour des histoires d'héritage. Villefort l'apprend, il menace donc de la dénoncer, mais alors elle se suicide et elle empoisonne aussi et elle tue Édouard, le fils qu'elle a avec Villefort, donc le fils légitime de Villefort, qui est différent d'Andrea, son fils illégitime. Villefort, il a donc plus de famille, plus de carrière et ils sont dans la folie. Pour moi, dans tout le film, il y a vraiment deux points d'adaptation que je trouve vraiment dommages et celui-ci en fait vraiment partie. Quel dommage d'avoir tué Villefort comme ça, c'était tellement plus puissant de voir la déchéance de Villefort au palais de justice, un lieu symbolique, le lieu de son pouvoir. Là, la vengeance, elle perd tout son intérêt, tout son sens même. Il meurt comme un con à la fin, donc finalement, pourquoi s'emmerder, quoi, si c'est pour en arriver là. Ils ont fait ce choix-là pour deux raisons. La première, c'est pour faire plaisir aux fans, j'imagine. Andrea, donc le fils illégitime de Villefort, il va poignarder normalement Caderousse. Et donc là, ils se sont dit, il peut pas poignarder Caderousse, on en a besoin pour notre intrigue à nous, du coup c'est pas grave, il va poignarder quelqu'un d'autre. Et il y a aussi une autre raison, une raison sûrement plus importante qui justifie ce choix-là, on en parle tout de suite après. Du côté de Danglars, dans les deux cas, il se fait ruiner par Monte Cristo, et dans le film, après, on ne sait pas bien ce qui lui arrive. Dans le livre, on le sait, il fuit en Italie. Et avant de développer ça, pour le coup, je vous donne une similarité, pas une différence entre les deux œuvres. Le plan de Monte Cristo, dans les deux cas, c'est de marier la fille de Danglars avec un faux prince, qui est en fait le fils illégitime de Villefort. Et dans le film, on apprend que la fille de Danglars, elle est lesbienne. Et c'est pas du tout un ajout du film pour se donner un petit côté un peu moderne, c'est vraiment dans le livre. Et enfin, pour Morcerf, ça se passe au début à peu près de la même manière dans les deux cas. Il y a bien l'histoire du duel avec son fils, de la révélation avec Mercédès et tout. Par contre, Edmond et Morcerf ne se battent pas du tout, ça a été rajouté pour créer un climax, un peu d'action, un peu de suspense au film à la fin. Et donc, à la fin du film, c'est assez ouvert sur ce qu'il advient de Morcerf, de son fils et de Mercédès. Le livre est aussi beaucoup plus clair. Albert et sa mère Mercédès abandonnent leur rang et leur fortune, parce que maintenant ils savent que cette fortune elle est issue de la trahison, de celle d'Edmond dans un premier temps, mais aussi celle d'Ali Pacha, le père d'Haydée. Et les deux partent vivre à Marseille pour repartir un peu à zéro. Edmond leur a légué l'ancienne maison de son père, et Albert s'engage dans l'armée. Fernand de Morcerf, le traître, est donc abandonné par sa femme et son fils, et donc il se suicide. Et allez, point suivant, le doute de Monte Cristo. Dans le livre, je vous disais un peu plus haut que Villefort avait un enfant, il a son enfant illégitime, qu'il a eu avec la femme de Danglars, mais il a aussi deux enfants légitimes, dont Édouard qui est empoisonné par sa mère. Et alors, jusqu'à présent, Monte Cristo, il était persuadé de faire la justice, mais là arrive un dommage collatéral. Un enfant qui avait rien demandé à personne, il meurt, et ça le fait douter profondément. Dans le film, le personnage d'Édouard, le fils légitime de Villefort, n'existe pas. Donc il faut tuer quelqu'un d'autre, sinon le comte de Monte Cristo pourra pas un peu douter de son action. Et c'est pour ça que le fils illégitime de Villefort, qui joue le marquis Andrea, tue son père et se fait tuer ensuite. C'est ça qui va permettre une introspection de la part de Monte Cristo. Dans les deux cas, il y a donc un innocent qui meurt, et ça va chambouler le plan de Monte Cristo. Dans le livre, c'est vraiment le personnage du comte qui va se remettre en question, qui va s'interroger sur ce qu'il a fait. Là où dans le film, c'est vraiment Haydée qui va endosser ce rôle et qui va se mettre à douter. Et arrive donc ensuite le pardon.
Je vous disais un petit peu avant que dans le livre, une fois ruiné, Danglars part s'enfuir en Italie, où il est capturé par le bandit italien Luigi Vampa, celui qui avait déjà capturé Albert et qui est donc un complice de Monte Cristo. Mais Edmond, qui est ébranlé par la mort d'un enfant innocent et plein de doutes sur la légitimité de sa vengeance, et donc il décide de pardonner à son ennemi, de vraiment sincèrement lui pardonner. Et c'est son pire ennemi en plus. Dans le livre, c'est vraiment Danglars qui est la pire des pourritures des trois, mais il le laisse partir. Dans le film, déjà, le climax, il tourne autour de Morcerf et pas de Danglars, ce qui est une excellente idée, il n'y a pas de débat. C'était son ami, il lui a volé sa meuf, c'est beaucoup mieux ainsi, dans le film en tout cas, c'est nettement plus dramatique. On a ensuite une symétrie avec le livre, parce que le comte lui laisse sa vie, mais il n'y a pas du tout de pardon. Il lui dit pas particulièrement qu'il le pardonne, au contraire, il lui dit plutôt « je te tue pas parce que ça serait une libération, là tu vas te sentir une sous-merde pour le restant de tes jours ». J'ai pris pas mal de temps à comprendre pourquoi ils avaient fait ce choix-là et pourquoi Edmond ne pardonne pas, mais c'est parce que le pardon, il est porté par le personnage d'Haydée. C'est Haydée qui va pardonner à Albert de Morcerf les péchés de son père. Pourquoi pas, ça marche aussi, on perd un petit peu en intensité parce que Albert, lui, il a rien fait, il fait que payer les pots cassés de son père. Et j'en arrive à mon tout dernier point, l'amour. Dans le film, Edmond, tel un aventurier solitaire, part naviguer sur les flots à la fin, et dans le livre, il part vivre son amour avec Haydée. Il y a aussi deux autres personnages qui trouvent l'amour, c'est Maximilien Morel, le fils de l'ancien patron d'Edmond, et puis aussi Valentine, la fille de Villefort. Alors si vous avez suivi, Villefort, il a 3 enfants. Il a Édouard qui a été assassiné par sa femme, il a Valentine, sa fille, et puis il a aussi Andrea, son enfant illégitime. Mais comme ces personnages n'existent pas dans le film, pour créer une romance, ils ont été obligés de les remplacer par Albert de Morcerf et Haydée. C'est eux qui vont vivre leur amour. Alors, sur le papier, ça fonctionne plutôt bien, ça fonctionne presque même mieux que le roman, parce qu'il y a cette idée que ce sont les enfants d'Edmond et Mercedes qui vont vivre leur amour à leur place. Mais le seul hic, c'est que pour le coup, Edmond, il a plus d'amoureuse. Et pourtant, c'était une idée assez forte du livre, c'était même sa conclusion. Finalement, la paix qu'il avait cherchée dans la vengeance, il l'a trouvée dans l'amour. Et voilà, je m'arrête là. J'espère que je vous ai pas trop perdu avec ces 10 points et que ça vous permettra de mieux comprendre les similitudes et les différences qu'il peut y avoir à la fois dans l'histoire mais aussi dans le ton entre le film et le roman. Et alors pour conclure finalement, Le Comte de Monte Cristo, le film, c'est une bonne ou une mauvaise adaptation ? Alors, vous savez, je ne sais pas s'il y a de bonnes ou de mauvaises adaptations. Si je devais vous résumer mon avis aujourd'hui avec vous, je vous dirais que c'est d'abord des choix. Transformer près de 2000 pages de roman en 3 heures de film, forcément, ça implique plein de changements, mais ils n'ont jamais été faits de manière arbitraire. À chaque fois, on peut comprendre pourquoi ils ont fait tel ou tel changement. Il n'y a rien qui a été fait de manière un peu bizarre, un petit peu random, pour couper, pour enlever ci, cela. Ça a été fait de manière construite et de manière intelligente. À titre perso, je trouve que c'est parfaitement normal qu'ils aient pas développé les méchants, les personnages secondaires, ils avaient pas le temps, ils ont bien fait de pas le faire. Je le regrette à titre perso parce que c'est des personnages que j'aimais bien, que j'aurais plus aimé voir développer à l'écran, mais c'est parfaitement logique qu'ils ne l'aient pas fait. Ils ont choisi de développer leur intrigue sur Edmond, mais aussi sur Haydée. Et en fait, Haydée dans le film, c'est Edmond dans le livre. Il y a un personnage d'Haydée dans le livre, bien sûr, mais qui ne correspond pas à la Haydée du film, qui est plus un prolongement d'Edmond. Et c'est peut-être dans cette idée où ils se sont peut-être un petit peu perdus. Ils auraient vraiment peut-être du tout focalisé sur Edmond, parce que là, il y a le personnage d'Haydée qui est mis un peu d'Edmond, mis un petit peu d'Haydée du livre. Les deux sont du coup pas suffisamment développés. C'est un petit peu bizarre comme traitement. Voilà pour mon retour un peu perso, mais bon, vous le savez si vous avez vu ma critique, j'ai pas vraiment apprécié le film, mais sincèrement, je le reproche pas du tout son travail d'adaptation, qui au contraire, je trouve vraiment intelligent. Je trouve même qu'ils auraient pu se permettre de prendre encore plus de liberté par rapport à l'œuvre originale, avoir un petit peu moins de lore pour développer un peu plus certains des personnages. Moi, ce que je reprochais au film, c'était vraiment son côté spectacle au détriment du fond, mais pas fondamentalement son travail d'adaptation, sa construction narrative. Au contraire, je trouve que c'est vraiment des qualités du film. Et voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo un petit peu différente de d'habitude, donc j'espère qu'elle vous a intéressé. Allez au cinéma et mangez des pizzas!